Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Mazepin travaille pour revenir en Formule 1 à l'avenir. Non, mais enfin... C'est pas nécessaire, Nikita. On peut se passer de toi, t'inquiète. On a déjà viré Latifi. C'est pas pour toi que toi tu reviennes. D'accord? C'est bon. Alors, il a rempli une partie de son temps en 2022 au volant d'une voiture de Rally Raid et a même gagné pour ses débuts dans le rallye russe Silk Way. J'ai fait ça par plaisir et par chance. Le plaisir à conduire. Le plaisir à conduire la victoire. Mais je me considère pas comme un pilote de rallye professionnel. Le Silk Way est une compétition merveilleuse. Mais pour qu'un pilote non spécialisé en rallye puisse vraiment se préparer, il faudrait mettre tout le reste de côté. Il y a une certaine mission sociale dans laquelle je suis engagé et cela me procure un grand plaisir. Indique Mazepin en référence à son soutien aux athlètes qui sont comme lui, mis sur la touche pour des raisons politiques. Alors je serais curieux de savoir concrètement ce qu'il fait pour ces athlètes-là en fait. Je sais pas, il y a une fondation qui rémunère ces athlètes, je vois pas très bien ce qui peut leur apporter en fait. Bon, étonnant. L'année prochaine je vais également courir dans une nouvelle discipline en dehors de notre pays. Mais il n'y a rien de signé pour l'instant, je peux pas en dire plus. Une nouvelle discipline en dehors de notre pays. Ok, mystérieux. Il espère en revanche qu'il s'agira d'une étape qui le mènera vers un retour en F1. J'ai bien sûr le désir de continuer à courir en sport auto, mon objectif est de revenir en Formule 1. C'est donc dans cette direction que je vais travailler. Alors une discipline qui pourrait le refaire revenir en Formule 1, peut-être truc japonais, Super Formula au Japon là. IndyCar, peut-être. Ouais, un russe en IndyCar, j'ai quand même du mal à y croire, pour le coup. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, je sais pas. Formule E, ça paraît un peu gros aussi. Quelles sont vos théories, vous? Ce serait intéressant de savoir où est-ce qu'il va aller, celui-là. Là. Mais on voit pas de lui en Formule 1, je crois que c'est un avis unanime, par contre, c'est bon. Allez, ciao. Alors, un petit point record, bah oui, c'est important les records, les statistiques. Vettel, il a quelques records ou pas encore? Voyons. Il compte au total 53 victoires en F1, 17,73% de courses remportées, 57 pôles, ça fait un taux de 19,06, 38 meilleurs tours, 12,71, 122 podiums, 40,8% des grands prix terminés sur le podium et 44 abandons, ça fait 14,72% des grands prix qu'il a abandonnés. Mais même au-delà de ces chiffres, l'ex-pilote Aston Martin laissera une trace indélébile dans l'histoire de la Formule 1, comme en témoignent les tables des statistiques. Alors les records qu'il détient, toujours. L'Allemand a toujours la propriété du record de victoires consécutives en une année. Il n'avait remporté 9 en deuxième moitié de saison en 2013. Le précédent record datait d'Ascari. 9 victoires consécutives aussi, mais à cheval entre 2 années. 52 et 53. Max Verstappen aurait pu battre ce record cette année, mais sa défaite à Singapour l'en a privé. Oh mince. Quel dommage. En 2011, Vettel avait également battu un autre record, le nombre de pole positions en une saison. Il en avait signé 15 en 19 courses. Un taux de 79%. Il avait aussi rejoint le record de Mansell en 92 en remportant 9 courses depuis la pole. En 2011, la saison fut d'ailleurs très dominatrice pour Vettel, donc, qui avait mené 739 tours sur 1133, soit quasiment les 2/3. Oh là là. C'est un record. Max Verstappen a par exemple mené 616 tours cette année dans un calendrier comptant 3 Grands Prix supplémentaires. En 2011 encore, Vettel avait mené 19 Grands Prix du premier au dernier tour. Seul Hamilton peut en dire autant en 2015. Vettel est aussi le plus jeune pilote à avoir signé un hat-trick, victoire, pole et meilleur tour. Grand Prix de Grande-Bretagne 2009, 21 ans et 353 jours. Et l'année d'après, en 2010, il était devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire. Donc il détient toujours ce record. Logiquement, en 2011, il était aussi devenu le plus jeune pilote à remporter les 2 titres en F1. Enfin, Vettel est aussi devenu le pilote à écoper le plus rapidement d'une pénalité. À Istanbul, en essai libre avec BMW Sauber en 2006, pour ses débuts en week-end de Grand Prix, il avait commis un excès de vitesse dans les stands, seulement 6 secondes après s'être relancé du garage. Alors là, c'est fort quand même. Cette stat, quand même, le record de vitesse de pénalité, bravo. Plusieurs des records qui appartenaient à Vettel ont été battus, en particulier par Hamilton et Verstappen. Jusqu'à 2022, Vettel co-détenait avec Schumacher le record de Grand Prix gagné, en une seule année, 13. Mais Verstappen a fait mieux, avec 15. Un autre record de Vettel qui a été battu par Verstappen. L'Allemand était monté 17 fois sur un podium en 2011. Mais Verstappen est monté 10 sur 18 podiums l'an dernier. Quant au nombre de points marqués en F1, Vettel a souvent échangé la place de tout premier avec Hamilton. Fin 2022, finalement, Hamilton comptait 4405 points et demi contre 3098 pour Vettel, 2061 pour Alonso et 2011,5 pour Verstappen.
Le nombre de points inscrits en une année est aussi tombé pour Vettel. Il en avait marqué 392 en 2011, mais Verstappen a fait mieux cette année, 454 points et 408 pour Hamilton en 2018. Vous voyez, au final, Verstappen a tellement éclaté la saison 2022 qu'il a un record de points marqués, etc. et le nombre de victoires, quoi. C'est même pire qu'à l'époque Mercedes, les gars. Eh oui. Du Grand Prix du Brésil 2010 au Grand Prix d'Inde 2011, Vettel avait d'ailleurs marqué 424 points sans interruption, mais Lewis Hamilton a fait mieux entre 2016 et 2018, 199 de plus. En 2011, enfin non, il reste encore. Vettel avait commencé 18 courses depuis la première ligne, c'était là encore un record avant Hamilton en 2015, record ensuite amélioré par Rosberg en 2016. 20 courses sur 21 démarraient depuis la première ligne. Eh ben oui, Nico Rosberg a un record, incroyable, bravo. À 21 ans et 72 jours, Vettel était aussi devenu à Monza en 2008, avec Toro Rosso le plus jeune poleman de l'histoire de la F1. Et le lendemain, il devenait le plus jeune vainqueur de la F1. Mais Verstappen en Espagne en 2016 a battu ce record du plus jeune vainqueur à 18 ans et 228 jours. Max Verstappen était aussi devenu le plus jeune pilote à faire ses débuts en essai libre en F1, au Japon en 2014, 3 jours avant son 17e anniversaire. Ce record appartenait auparavant à Vettel, 2 essais libres en 2006 en Turquie à l'âge de 19 ans. Ah oui, il a éclaté le record là. Plus de 2 ans de moins, quoi. Incroyable. Voilà donc, vous l'aurez compris. Il a encore quelques records, Vettel, mais bon, la plupart ont quand même été battus, quoi. Et ça paraît normal. Bon, ben voilà. Vous en pensez quoi des records de Vettel? Ciao. Alors, Domenicali nous parle un peu de l'avenir de la Formule 1, comment ils se diversifient et tout et tout. Voyons ce qu'ils ont prévu, hormis le film de Brad Pitt. Nous continuons à tirer parti de la dynamique du business. Un exemple récent est le film qu'Apple a prévu, qui selon nous sera épique. Nous avons réuni un casting de stars dont Brad Pitt. Il est réalisé par Joseph Kosinski et produit par Jerry Bruckheimer, tous des stars à part entière très excitants. Mais il a intérêt d'être bien, j'ai hâte de voir. L'e-sport poursuit en parallèle son développement, aidé par Aramco. Domenicali donne les derniers chiffres en termes de prize money ou d'audience qui sont également impressionnants. Le championnat F1 eSport Series Pro présenté par Aramco est revenu pour 4 événements. Il a apporté plus de spectacles en direct, alors que les équipes et les pilotes se sont battus pour un prize money de 750 000 $. À l'instar de la F1, nous avons vu plusieurs pilotes de haut niveau évoluer sur la grille. On est impatient de poursuivre sur la lancée de l'incroyable engagement de 2021, lorsque 4,5 millions de fans ont regardé la grande finale, et cette année, 1,3 million de joueurs ont tenté de se qualifier, soit près de 3 fois plus qu'en 2021. Nous continuons à développer la façon dont nous nous engageons avec les fans et introduisons l'expérience F1. Ah oui, avec F1 Arcade justement, on en a parlé ce matin. Il s'agit du premier lieu immersif sous licence F1. Les clients peuvent s'immerger totalement dans 60 simulateurs de mouvement et vivre le frisson de la course, tout en profitant d'offres de nourriture et de boissons de première qualité au cœur de Londres. Nous prévoyons de déployer ce concept dans d'autres villes. Bon, pour l'instant, le concept est pas au point, je voudrais pas dire, mais bon. Cependant, cette diversification dans le virtuel ne doit pas effacer ce qui doit rester la priorité pour Domenicali, à savoir la piste et le bitume. L'Italien espère surtout que les fans conquis en ligne se rendront sur les circuits. D'un autre côté, je dirais que ce dont on a besoin, nous sommes un sport physique sur un circuit, donc toute croissance qui se produit dans le secteur de gaming doit se traduire par de la passion que nous voulons voir chez les gens sur le circuit. Et c'est vraiment les choses sur lesquelles nous nous concentrons, parce que c'est une occasion de stabiliser la croissance de notre sport pour l'avenir. Le fait que nous amenions de nouveaux clients, de plus en plus jeunes, j'aime bien le terme client, quoi. Ça veut tout dire, hein. Nous permettra de voir, du point de vue des licences de jeux vidéo, une opportunité supplémentaire d'augmenter le flux de revenus pour nous. Et ça va se produire, nous en sommes pratiquement sûrs. Nous avons déjà vu cette année un effet incroyable à ce sujet. Très bien, Stefano, eh ben voilà. Il a l'air très satisfait de ce que la F1 est en train de faire hors piste également. Je vous laisse commenter. Alors Button, si la 3ème place est un mauvais résultat pour Mercedes, c'est que l'équipe a fait quelque chose de bien. Ah bah oui, enfin 3ème pour Mercedes qui a dominé toute la Formule 1 pendant ces dernières années. 3ème c'est pas bon, c'est pas suffisant. J'imagine que c'est ce qu'il veut dire au final Button. Donc certains membres de l'équipe n'avaient encore jamais perdu le championnat. Ils sont arrivés au début quand l'équipe gagnait. Ils sont toujours 3ème, donc si c'est une mauvaise année pour eux, c'est qu'ils font quelque chose de bien. À la tête de Mercedes depuis 2013, Wolff n'avait encore jamais connu un si mauvais classement pour son écurie. Mais Button pense que les épreuves vécues cette année renforceront le caractère du dirigeant autrichien. Toto, il faut le dire, est arrivé au début lorsque les choses allaient très bien. Et il sait maintenant ce que c'est quand c'est pas le cas. Je pense que ça forge le caractère. Vous devez puiser en vous-même dans de tels moments. Et bien sûr, il y a du grand moment de doute dans leur département technique. Ils vont maintenant se dire qu'avons-nous fait de mal. Mais nous verrons l'année prochaine ce qu'il en est.
Ouais, on a tous des attentes élevées pour Mercedes l'année prochaine. Espérons qu'ils ne nous déçoivent pas. Je vous laisse commenter. Alors, Mercedes explique l'échec du pari d'Hamilton à Abu Dhabi. James Walls a déclaré: notre objectif à Abu Dhabi était de faire tout ce que nous pouvions pour vraiment terminer deuxième du championnat. Et pour ce faire, nous devions terminer devant Ferrari. Plus facile à dire qu'à faire, parce que vous vous qualifiez derrière eux et qu'en vérité, en course, le rythme de notre voiture n'était pas le bon. Et oui, les Ferrari étaient bonnes en course à Abu Dhabi, bizarrement. Peut-être parce qu'il faisait pas trop chaud. Par contre, de jour, à mon avis, ils auraient été moins bonnes que ça. Nous avons vu avec Lewis que la dégradation des gommes était en fait très bonne lors du deuxième relais de la course, lorsque nous sommes passés au pneu dur. Évidemment, le premier relais ne l'était pas. Expliquant qu'Hamilton avait souffert du graining lors de son premier relais, Walls a ajouté: par conséquent, nous avons avancé l'arrêt, puis, comme pour d'autres, la dégradation était moindre. Mais pour certains, la dégradation était plus élevée. Et dans le cas de Lewis, l'arrêt unique signifiait qu'il gagnerait du temps en piste par rapport à Sainz et Russell. Notre seule opportunité était de viser cet arrêt unique sur les deux pilotes. Lewis aurait été devant George, mais derrière Sainz avec des pneus similaires. Une durée de vie similaire, un rythme très semblable. Dans ce cas-là, rien n'aurait pu vraiment arriver. Et puis de toute façon, il a abandonné. Donc la raison pour laquelle nous avons splitté les stratégies est que nous pouvions potentiellement y gagner beaucoup avec une safety car. Tout ce passage de la course où Lewis était en tête, si une voiture de sécurité était sortie, nous aurions profité car nous serions arrêtés gratuitement ou presque. En fin de compte, diviser les stratégies crée des opportunités. Malheureusement, dans ce cas-là, il ne s'est rien passé de spécial. Et oui, les safety cars ne sont pas apparus à Abu Dhabi 2022. Latifi n'a pas fait son boulot, même s'il a été impliqué dans un crash. Cette fois, il n'a pas provoqué de safety car, Nicolas. Nul. Voilà. Allez, je vous laisse commenter. Ocon rêve de défier Verstappen, tout faire pour combler l'écart avec Red Bull. Oui, Esteban, effectivement, mais je suis pas sûr que vous le combliez pour l'année prochaine, l'écart, ça va être compliqué. Alors, on s'entend très bien maintenant et avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. Je lui souhaite tout le meilleur. C'est tout simplement un super talent. Max est toujours compétitif et il est depuis des années. Je le connais depuis qu'on est jeune. Il a dominé les championnats depuis le karting. Après ça, il était rapide dans toutes les voitures dans lesquelles il a été. Ses titres mondiaux sont mérités. Je le pensais déjà l'année dernière et cette année, il a fait une excellente saison. Je suis fier qu'un pilote avec qui j'ai grandi se soit révélé aussi brillant. C'est génial pour notre génération, c'est l'un des plus grands de ce sport. Il a bien l'intention de le défier l'année prochaine. Si vous ne croyez pas en vous, vous n'avez aucune chance dans ce sport. J'ai un contrat jusqu'à fin 2024 chez Alpine et cette équipe va tout faire pour combler l'écart avec le sommet. J'y crois, je m'y engage pleinement, je ne pilote pas ici pour me contenter de concourir. Je grandis lors de chaque week-end de course. De plus, les écarts entre les équipes vont se réduire dans les années à venir. Ouais, alors pourquoi pas 2024 en fait. 2024, ça peut être la saison clé qui peut vraiment rassembler toutes les équipes et qui pourrait être super quoi. 2023, je pense qu'il y aura encore une légère avance de Red Bull qui pourrait être comblée par Ferrari et Mercedes, mais les autres derrière, ils vont avoir du mal à revenir quand même. Ça va être chaud. Donc moi, je viserais 2024 pour le midfield qui se rapproche des 3 top teams, pour le coup. Et 2023, ça serait Ferrari et Mercedes qui se rapprocheront de Red Bull. Je vois les choses comme ça. Et vous alors ? Allez, ciao. Nico Rosberg répond à la question de savoir s'il voudrait un jour être patron d'une équipe. Et si oui, laquelle va-t-il citer ? Beaucoup de gens m'ont demandé si maintenant, qu'en Extrême E se porte si bien, je voudrais un jour devenir le patron d'une équipe de F1. Ma réponse est un non catégorique. Il affirme que ce qui est bien avec l'Extrême E, c'est qu'il n'y a pas trop de courses actuellement. La saison de la classe des SUV électriques compte 5 courses par an. Oui, c'est 5 fois moins que la F1 quasiment. C'est une vie à plein temps et il y a très peu de place dans le championnat du monde pour passer du temps avec sa famille et ses amis. Rosberg lui-même a dû faire de très nombreuses années de sacrifices en tant que pilote, mais jamais avec ça, je ne veux plus jamais faire ça. Cette intensité, ce dévouement, cette rigidité dans la vie, j'aime ma vie maintenant et ça signifie que je pourrais jamais avoir un travail à plein temps en Formule 1. Actuellement, Rosberg est toujours impliqué dans la classe reine du sport automobile, mais en tant que consultant pour Sky Deutschland. Il assiste à un nombre restreint de Grands Prix en tant qu'analyste. Donc à en juger par ses paroles, il semble que c'est là que ça restera comme ça, voilà, en gros. Il n'a pas envie d'en faire plus. En même temps, il n'a pas forcément tort, parce qu'il a investi dans pas mal de trucs différents, il a du pognon. Donc Nico, voilà, il peut vivre sa vie de youtubeur monégasque facilement, quoi. Il sera à l'abri du besoin le reste de sa vie, lui. Je vous laisse commenter.